Du coup, effectivement, je vais aborder les protocoles de délégation actuels, ce qu'on peut faire, ce qui a été déjà mis en place. Donc ces protocoles de délégation, ils ont été mis en place pour répondre à un besoin, à une demande. Vous savez que la filière de santé visuelle est sous tension, avec des difficultés d'accès à un rendez-vous ophtalmo, une diminution du nombre d'ophtalmos exerçants, un vieillissement de la profession. Un ophtalmo sur deux à l'heure actuelle qui n'est pas remplacé au moment de son départ à la retraite. Et parallèlement à ça, une augmentation du nombre d'actes à effectuer, avec le nombre d'actes qui a été multiplié par 4 depuis 1980. Une répartition inégale des ophtalmos sur le territoire. Et malgré l'augmentation récente du nombre d'ophtalmos formés en France, il y a chez à peu près tout le monde, ce qui peut se comprendre, une diminution de la durée de travail chez les jeunes ophtalmos qui sortent de leur formation pour essayer d'avoir un équilibre un peu sympa entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ça a conduit à une augmentation des délais de rendez-vous, avec en 2016 80 jours d'attente en moyenne en France pour voir un ophtalmo, des difficultés d'accès aux soins pour les patients, et ça a même conduit chez certains patients à un abandon des soins qui laissaient tomber et qui refusaient de se faire soigner. Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Ça a été un vrai problème de santé publique, avec le zéro délai d'attente en 2022. Une augmentation du nombre d'ophtalmos formés, le développement du travail aidé, ce qu'on va voir juste après, le développement du dépistage dont on a déjà parlé, les plateformes de rendez-vous sur Internet qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais qui ont quand même permis de fluidifier un petit peu la prise de rendez-vous, et nos logiciels métiers de consultation. Au cœur de tout ça, la profession d'orthoptiste a pris une importance toute particulière. Donc il y a eu une augmentation du nombre d'orthoptistes formés, une énorme diversification de l'activité avec les nouveaux décrets de compétences qui ont permis au fil des années d'élargir les activités des orthoptistes. Et maintenant, l'orthoptiste qui est un acteur majeur et qui est en première ligne de la santé visuelle en collaboration avec les ophtalmos. Donc, pour aborder les protocoles de délégation un peu plus en détail, déjà, il faut bien comprendre que les protocoles de délégation, c'est deux grandes choses. Il y a la première, c'est le travail aidé, avec une unité de lieu et de temps avec l'ophtalmo. Donc ça, ce sont les protocoles organisationnels faits au sein d'un cabinet d'ophtalmologie. C'est un partenariat que vous concluez avec un ou plusieurs orthoptistes pour travailler avec eux et mettre en place le travail aidé, ce qui est de plus en plus le cas à l'heure actuelle. Et la deuxième chose, c'est la télémédecine, où il manque soit l'unité de lieu, soit l'unité de temps par rapport au travail aidé. Et ça, c'est majoritairement le protocole RNO, Muren, le dépistage de la rétinopathie diabétique ou le suivi alterné sur les glaucomes stabilisés ou hypertonie oculaire. Donc les protocoles organisationnels en travail aidé, avec unité de lieu et de temps, quelque chose qui était fait déjà depuis des années, mais qui a été en quelque sorte légalisé par le décret de 2016, c'est la préconsultation. Énormément d'ophtalmos la pratiquent à l'heure actuelle. Sur les derniers chiffres, c'est 60% des ophtalmos en France qui pratiquent le travail aidé. D'ici 5 ans, les prévisions prévoient que ce soit 95 à 100%. Donc avec l'orthoptiste qui réalise l'interrogatoire et la première partie des examens avec l'évaluation de l'acuité visuelle, la prise de tonus, le dépistage des troubles oculomoteurs, plus ou moins des examens complémentaires en fonction de la pathologie, et ça précède systématiquement la consultation avec l'ophtalmo. Il y a une cotation effectivement qui existe, c'est le fameux AMY85 pour cet acte-là, donc qui n'est pas compatible avec pas mal de choses, ça a été confirmé depuis peu. Le site du SNOF, donc Eric l'a montré tout à l'heure, propose 5 protocoles organisationnels: la prise en charge des enfants de moins de 16 ans, la réalisation d'une cycloplégie, le suivi hypertonie glaucome, la biométrie avant cataracte et le protocole DMLA bilan IVT. Donc, comment ça fonctionne? Juste un exemple sur le glaucome. Donc, il y a des critères pour que le patient puisse rentrer dans un protocole organisationnel. Par exemple, pour le glaucome, il faut que le patient ait plus de 16 ans, avec une HTI ou un glaucome, pas d'œil rouge, douloureux, traumatisé. Le patient est systématiquement informé qu'il rentre dans ce protocole. Alors, ça peut être au travers d'une affiche dans la salle d'attente, ou il faut que ça soit visible quelque part. Les actes orthoptiques sont réalisés dans un premier temps et ensuite l'ophtalmo voit le patient, interprète les examens réalisés et décide ou pas du traitement et du rythme de surveillance et réalise la cotation. La première partie, donc les examens orthoptiques, peuvent être cotés avec la cotation AMY.
pas de dépassement d'honoraires sur ces cotations-là, et c'est associé à la cotation de l'ophtalmo qui cote derrière soit une consultation, alors derrière un MY85 on n'a pas le droit, hein, mais derrière certains autres AMY vous pouvez, ou des actes CCAM en vérifiant bien la compatibilité avec les actes, donc par exemple pas de vision binoculaire derrière un MY85, donc typiquement dans le glaucome, vous pouvez coter l'OCTR-NFL si vous l'avez réalisé ou d'autres actes de ce type. Les démarches sont relativement simples pour le mettre en place. C'est uniquement un contrat que vous signez avec votre orthoptiste. Il y a des documents très bien faits sur le site du SNOF qui reprennent tous les protocoles existants. Vous pouvez même imaginer d'autres protocoles que ceux décrits par le SNOF. Hein. C'est juste un accord que vous signez au sein de votre cabinet. Et une fois que c'est signé, c'est à afficher quelque part dans le cabinet. Il n'y a pas d'autres déclarations à faire. En pratique, comment ça se passe? Ça demande une petite organisation. Je pense que la majorité des ophtalmos que je vois dans la salle le pratiquent déjà. Il faut être bien organisé, bien réserver des créneaux pour les examens complémentaires afin de pouvoir assurer le flux des patients. C'est largement facilité par les plateformes de rendez-vous en ligne, hein, comme vous pouvez le voir ici, une plateforme de rendez-vous où vous avez ici des examens orthoptiques qui sont programmés et qui sont suivis par la consultation ophtalmo avec ici, dans ce cas-là, 2 médecins. Donc il faut vraiment l'anticiper pour que ça soit assez fluide au cabinet et pour le patient et pour les professionnels qui travaillent au cabinet. Il faut former l'équipe à ces protocoles, il faut que les secrétaires soient bien informés et formés à ces protocoles pour reconnaître une pathologie quand le patient l'exprime, identifier les examens complémentaires à programmer en amont de la consultation, au moment de la prise de rendez-vous. Il faut qu'elle soit capable d'informer les patients de l'existence de ces protocoles et apprendre à poser les bonnes questions permettant d'établir le degré d'urgence des rendez-vous. L'orthoptiste, ça lui donne une autonomie beaucoup plus importante que ce que pouvait être le travail d'orthoptiste avant ces décrets où il y a une quinzaine d'années. Il faut bien connaître ces protocoles-là et les habitudes un peu propres aux ophtalmos avec qui il travaille et également connaître la pathologie et savoir informer le patient. Donc l'information du patient, je vous disais, elle est obligatoire. On peut l'afficher en salle d'attente, mettre un message au téléphone, sur le site internet, sur la plateforme de rendez-vous en ligne. Le patient peut refuser la prise en charge au sein d'un protocole organisationnel. Alors, il comprend assez rapidement que c'est dans son intérêt, hein, donc c'est quand même rare qu'il y ait un refus, mais ça peut exister. Tous ces protocoles ont conduit à une réorganisation des cabinets d'ophtalmo. Les cabinets d'ophtalmo maintenant ont beaucoup augmenté en taille. On parle de 100 à 120 mètres carrés par ophtalmo temps plein, généralement, pour pouvoir mettre en place ces protocoles-là. Il y a une augmentation du nombre d'intervenants dans les cabinets, avec des équipes médicales et paramédicales de plus en plus importantes sur place. On se pose la question de la mutualisation du matériel de personnel avec l'augmentation de ses effectifs. Il y a 2 systèmes principaux dans la consultation hein, qui sont décrits, soit à ophtalmo fixe, c'est-à-dire que le patient suit un petit parcours où il voit en premier l'équipe orthoptiste pour les premiers examens, puis se déplace et va dans un box de consultation médicale, ou à patient fixe, où c'est les professionnels de santé qui se déplacent, le patient reste assis toujours au même endroit. Les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients. Les retours d'expérience de notre côté, nous au cabinet, la mise en place du travail aidé, ça a permis pas mal de choses, une augmentation du nombre de patients vus, tout en permettant un maintien de la qualité d'écoute, d'accueil et de soins du patient. Ça a pas mal diminué les délais de rendez-vous et l'attente sur place au sein du cabinet. Ça a permis d'augmenter la fluidité de la consultation, améliorer l'expérience patient. Vous savez qu'on en parle pas mal à l'heure actuelle, s'intéresser au retour patient. Ça a amélioré les conditions de travail pour tous les intervenants, ça a clarifié certaines situations. Et ça a valorisé la profession de secrétaire et d'orthoptiste qui ont des nouvelles tâches qui leur sont confiées et c'est assez valorisant. Alors attention aux dérives de ces systèmes de fonctionnement, c'est des choses qu'on peut entendre parfois, ça peut être perçu comme ça par certains patients, de travail à la chaîne, abattage, usine, il ne faut pas tomber là-dedans. Hein. On peut trouver aussi qu'il y a une perte de la relation médecin-patient, vu qu'on confie, on va dire, la moitié de la consultation à une autre personne, on passe moitié moins de temps avec le patient, donc il faut faire attention à ça. Hein. Et la dérive un peu plus poussée, c'est il ne faut pas tomber dans les patients non vus par l'ophtalmo. Hein. Dans le travail aidé, systématiquement, le patient doit être vu par l'ophtalmo en fin de consultation. La deuxième chose, la télémédecine, donc je vous disais, soit absence d'unité de lieu, soit absence d'unité de temps.
Le protocole RNO, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont mis en place. C'est un protocole qui s'adresse aux enfants de 6 à 15 ans et aux adultes entre 16 et 49 ans, avec une dernière consultation ophtalmo inférieure à 5 ans. Et c'est un protocole uniquement dédié au renouvellement ou adaptation de la correction optique. Il ne faut pas que le patient présente une pathologie ophtalmique connue et il ne faut pas qu'il y ait d'œil rouge douloureux ou une baisse d'acuité visuelle récente ou brutale. Donc au moment de la prise de rendez-vous, il faut que tous ces critères soient vérifiés. Le patient prend rendez-vous, arrive au cabinet, est vu par l'orthoptiste qui réalise interrogatoire, réfraction, un bilan oculomoteur, tonus oculaire et la rétinonomie midriatique. En cas de problème dépisté à ce moment-là, il faut avoir la possibilité d'informer l'ophtalmo pour voir si c'est possible de voir le patient directement. Les examens doivent ensuite être transmis de manière sécurisée à l'ophtalmo, qui a une semaine pour relire ces examens, les interpréter et envoyer une ordonnance de correction et un compte-rendu. L'acte, il est coté 28 €. C'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale, pas de dépassement d'honoraires possible là-dessus, et il faut appliquer le tiers payant intégral. Sur qui encaisse l'acte, combien gagne l'orthoptiste, combien gagne l'ophtalmo, tout est possible. Il y a des endroits où c'est l'ophtalmo qui encaisse, des endroits où c'est l'orthoptiste. Généralement, la répartition assez classique, c'est 60-40, 60% pour l'orthoptiste, 40% pour l'ophtalmo. Et ça doit se faire sur le même site que l'ophtalmo. Le dépistage de la rétinopathie diabétique, adulte inférieur à 70 ans, pas de diagnostic antérieur de RD. Il faut que ce dépistage soit prescrit par un médecin, ça peut être l'endocrino, ça peut être le médecin généraliste, qui inscrit les données cliniques, l'hémoglobine glyquée et qui demande ce dépistage. Le patient est vu par l'orthoptiste et réalise l'interrogatoire, 2 rétinographies sur chaque œil, une centrée sur la macula et une sur la papille, qui informe l'ophtalmo en cas de problème, qui transmet les examens de la même manière, et l'ophtalmo a encore une fois une semaine pour regarder les images et faire un compte rendu. Cet acte, c'est coté AMY 6,7, c'est pris en charge par la sécurité sociale aussi. Donc ça, c'est pour le côté orthopsie. Et pour le côté ophtalmo, la relecture des images, c'est BGQP 140 qui est coté 12 €. Donc ça peut être réalisé sur le même site ou sur un site différent de celui de l'ophtalmo. Pour ces 2 protocoles dont je viens de vous parler, RNO et rétinopathie diabétique, ce sont 2 protocoles qui sont maintenant dans le droit commun. Il n'y a pas énormément de démarches à faire. Il faut prévenir juste la CPAM que vous réalisez ces protocoles-là, mais pas grand-chose en plus. Ce n'est pas très lourd à mettre en place. Le protocole Muren, pour faire simple, c'est du RNO, mais pas dans un cabinet d'ophtalmo, pas dans le cabinet de l'ophtalmo en tout cas. Donc c'est un cabinet d'orthopsie situé à peu près où vous voulez, qui réalise exactement ce qu'on a décrit pour le RNO. Et le patient repart sans ordonnance, sans rien, et attend une semaine pour avoir le compte rendu et les ordonnances. Juste en cotation, c'est la même chose. Il y a une toute petite différence, c'est qu'il peut y avoir un bonus annuel en fonction du nombre d'actes réalisés. La mise en place est plus lourde que pour le RNO. Il faut faire une déclaration préalable à l'ARS avec une liste de documents assez conséquente. Ça se fait, mais bon, il faut s'astreindre à le faire. Il y a un contrat à signer entre l'ophtalmo et l'orthoptiste qui établit le pourcentage, le fonctionnement. Et l'ARS vous donne un accord et vous pouvez démarrer ce protocole. Ces protocoles de télémédecine, alors on en parlera avec plaisir autour du buffet, je ne vais pas vous garder trop longtemps, mais le RNO et le Muren, au moins dans la région de Montpellier, ça marche. Moins que dans certaines régions où il y a des délais de rendez-vous très conséquents. Je pense que pour que ça fonctionne bien, c'est l'avenir, je pense, que ça fonctionne comme ça, mais c'est peut-être encore un tout petit peu tôt. Pour que ça fonctionne bien, il faut que ça rentre dans les mœurs, un petit peu que les patients déjà sachent qu'ils peuvent aller chez l'orthoptiste pour renouveler les lunettes. Ça va se faire, mais il faudra laisser un petit peu de temps. Et il y a le fait aussi que quand même, on n'a pas des délais de rendez-vous très très long par rapport à certaines régions de France. Donc du coup, quand le patient a le choix entre un rendez-vous dans 15 jours avec l'orthoptiste ou un mois avec l'ophtalmo, assez souvent il choisit le rendez-vous à un mois avec l'ophtalmo. Dans certaines régions où on a 9 mois, 1 an d'attente, c'est pas le même cas de figure. Donc ça se mettra en place, ça sera un petit peu long peut-être, mais ça va amener un vrai plus dans la prise en charge. Merci.